Mais en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, de manière lapidaire, le roi dollar est à genoux. Ça, c'est une évidence. Okay. Mais la question, c'est combien de temps il doit rester à genoux. C'est une question très questionnante. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il reste à genoux? Il faut que nous soyons capables de produire. Il faut que nous soyons capables de transformer. Il faut que nous soyons capables d'exporter pour que le roi dollar reste à genoux. Et on ne doit pas confondre une thérapie palliative à une thérapie définitive. Pour ne pas tomber dans une technicité politicienne, c'est-à-dire on recourt à des méthodes techniques pour répondre aux besoins politiciens. Ça risque d'avoir des conséquences néfastes et ça risque de discréditer les animateurs des institutions. Parce que, comme je l'ai dit dans la gouvernance publique, un des éléments que l'on doit considérer comme étant un capital, c'est aussi la confiance de la population vis-à-vis de ses gouvernants. Et pour ça, il faut se poser la question. Le dollar a baissé. Mais malheureusement, moi aussi, quand j'essaye de faire des calculs, je me rends compte qu'il y a certains produits, même quand ils ont baissé des prix, en termes de francs congolais, mais ils coûtent plus cher lorsque vous faites une évaluation par rapport au dollar. En quelque sorte, c'est du cosmétique. Je ne dirais pas d'emblée que c'est du cosmétique, mais je crois qu'on est encore loin d'avoir atteint l'objectif. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Il fait un travail de titan. Mais au regard du besoin, au regard de l'espace que nous appelons l'État congolais, au regard de ces 100 millions, c'est très peu. Il faudrait multiplier de tels secteurs, de telles structures, faire à ce que ça soit permanente dans chacune de nos provinces, leur donner des assignations. Il faudrait faire à ce que Kanyamaka CC se multiplie dans les 26 provinces. Dans se répandre. Il faut il doit se répandre, se multiplier dans les 26 autres provinces pour que l'on pense réellement faire quelque chose en termes de progrès. Mais on ne peut pas se limiter à cela. Nos problèmes sont multiples. Nos problèmes sont totaux globaux. Nos problèmes sont pluriels. Il faudrait aussi des thérapies qui touchent à la fois la globalité de ces problèmes, mais aussi la particularité de ces différents problèmes, pour que ces problèmes ne soient pas seulement résolus aujourd'hui, mais que nos enfants qui viendront demain ne puissent pas faire face à ces problèmes qui nous ont presque malmenés. Parce qu'une armée, c'est aussi sa réputation. Une armée, il ne faut jamais arracher à l'armée son côté mythique. C'est les petits peuples aujourd'hui qui vantent l'armée de Mobutu. Ah, nous avions une armée. Mais en réalité, même à l'époque de Mobutu, nous n'avions pas vraiment eu une armée. Vous risquez d'avoir des problèmes avec les Mobutistes. Je l'ai dit. Qui pensent que les Zaïre étaient quand même honorés parce qu'on avait une armée qui faisait peur. Ne vous en faites pas. L'Ouganda en savent quelque chose, l'Angola, ça suit ici en face, ainsi de suite. Je l'ai dit en tant que chercheur, je l'ai dit en tant qu'analyste. Je sais de quoi je parle. On a surestimé. C'était du la guerre qu'on a aujourd'hui, qui a commencé avec l'assassinat le 6 avril du président Juvenal Abiyarimana. Aujourd'hui, si cette crise que nous avons aujourd'hui perdure, elle a commencé parce que dès le départ, lorsque les troupes armées rwandaises et ougandaises prétendent poursuivre les interamwe et les ex-FAR sur le sol zaïrois, c'est parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas rencontré d'armée. Déjà, Mobutu n'avait pas d'armée. Il semble qu'en suivant, Kengo Adondo, qui avait dit, on nous avait imposé pour que nous puissions les accepter. Donc, ce n'était pas parce que l'armée de Mobutu était faible. La vidéo de Kengo existe. La vidéo de Kengo existe. Je ne vais pas... C'était un patriarche. On nous avait imposé quand on a accepté et par après, on a vu des drones circuler, on a tué des gens. Imposer, c'est tout à fait normal. Il faudrait, dans le droit international, disposer d'un couloir humanitaire. Ok? Le pays voisin ne peut pas empêcher aux réfugiés de pouvoir venir se réfugier sur son territoire. Ok? Ça serait une non-assistance en la personne en danger. C'était des troupes, des familles qui étaient en danger, qui fuyaient les génocides. Il était tout à fait normal. Mais ça, ce n'est pas le problème. La crise économique que le Congo Zaïre a connue
jusqu'à emporter le régime du maréchal Mobutu, c'est aussi les pillages. Et la zaréanisation. Et la zaréanisation. Mais ce ne sont pas des crises qui nous ont été ramenées de l'extérieur. Okay. C'est notre ingouvernance. Quand je dis gouvernance, c'est-à-dire mauvaise gouvernance, notre ingouvernance qui a fait à ce qu'il y ait ces méfaits. Et ces méfaits peuvent avoir des conséquences beaucoup plus néfastes que des invasions extérieures venant des pays voisins. Donc il faut éviter la naïveté collective. Il faut éviter cette naïveté collective. Il faut considérer la gouvernance comme étant aussi un élément de puissance. Pourquoi? Parce que il y a une théorie en relations internationales, théorie évoquée par l'expert Robert Putnam, qui parle de tout level game. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les États puissants le sont à ces deux leviers, à ces deux niveaux, au niveau international et au niveau domestique. On ne peut pas être dans son propre territoire incapable d'organiser tel secteur et d'aller s'affirmer dans l'échiquier mondial ou régional comme un État puissant. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct sur nos plateformes et aussi sur TNT ici à Kinshasa, Communication Plus Télévision. Vous nous suivez aussi sur YouTube, au Centre TV, sur YouTube également, Delcas Télévision et sur Facebook, au Centre TV. Sur notre page TikTok en ligne, vous nous suivez également sur au Centre Télévision et sur notre compte Twitter avec les extraits, les temps forts de l'émission Delphin Kassomo, aussi sur Communication Plus Télévision YouTube. Cette émission, vous avez l'habitude de suivre ça dans plus de 16 chaînes qui nous prend en relais. Sur ce plateau, je suis avec une tête bien faite de la République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle le professeur, docteur, comme vous l'aimez bien, Silas Mimile Makangou, auteur de plusieurs livres. Il est également responsable de l'église à Cité Rama. Il est père pour plusieurs formateurs, l'homme qui enseigne aussi le leadership. Professeur Silas, soyez le bienvenu. Merci Delphin, c'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Avec vous, nous allons tenter d'analyser les grands sujets qui font couler beaucoup d'encre et salive. Ici en République démocratique du Congo, la RDC est confrontée aux nombreux problèmes. Nous avons choisi un sujet, la RDC face aux réalités actuelles. Que doivent faire les chefs de l'État? Je précise, il y a 2 semaines, vous venez de publier 2 livres. Oui. Le chef, les fondamentaux d'un leadership stratégique. Voilà. C'était ici à Pullman. Deuxième livre, la RDC, dans la République démocratique du Congo, entre impuissance et déni des puissances pour une politique étrangère d'intelligence. On en parle avec vous. D'entrée des jeux, Silas publie autant de livres, mais vous ne laissez aucun secteur. Non. Silas est nyonsologue alors. Non, nullement, je ne suis pas nyonsologue. Je ne peux pas non plus avoir la prétention d'être bon dans tout le secteur. Mais ici, il est question de concevoir la société, la vie dans sa globalité. La vie d'une société, elle est multisectorielle, elle est plurielle, elle est globale. Et comme un corps, puisque nous parlons de la société, nous parlons de l'État, comme un corps qui a plusieurs membres, plusieurs organes, la maladie qui affecte un organe peut se métastaser pour emporter le corps tout entier. Ce qui signifie qu'au corps complexe, il faut à la fois des thérapies précises, mais que ces thérapies soient élaborées tout en prenant compte
les autres organes et les autres parties qui semblent être en bonne santé, mais qui en réalité pourraient aussi déjà être malades. Donc lorsque vous dites que je ne laisse pas un secteur, mais rassurez-vous qu'il y a une interconnectivité entre différents secteurs que j'aborde dans mes ouvrages, que ce soit l'aspect de la politique étrangère, l'aspect de la géopolitique, que ce soit l'aspect du leadership et même l'aspect de la foi. C'est parce que je crois qu'il y a un lien qui traverse ces différents secteurs. Et quelquefois, l'organe que nous croyons être malade ne l'est pas. Il n'est que l'organe qui nous donne les symptômes d'un autre organe malade. Voilà pourquoi il faut toujours une vision globalisante des choses afin d'apporter une thérapie qui guérisse le corps dans son entièreté. Et en l'occurrence, nous parlons de la société, nous parlons de l'État. Alors, j'aimerais être direct avec vous. Ce livre fait couler beaucoup d'encre et salive. Les gens pensent que Silas est opportuniste. La République démocratique du Congo entre l'impuissance et déni de puissance. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Loin d'être opportuniste, je profite plutôt de cette opportunité. Okay. C'est quoi l'opportunité? C'est la persistance d'une crise qui a commencé depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour. Je considère cela comme une opportunité. Une opportunité parce que même une faiblesse, une maladie, un mal, par la résilience, peut vous servir de tremplin pour partir de l'état du chaos où vous êtes, pour atteindre un état d'excellence ou de prospérité. La République démocratique du Congo, entre l'impuissance et le déni de puissance, je vais simplement expliquer au lecteur les raisons fondamentales qui justifient notre impuissance aujourd'hui. Parce que pour tout observateur et analyste qui honnêtement, qui intellectuellement est honnête, ne peut pas manquer de reconnaître que le Congo n'est pas encore à son niveau souhaitable. Le Congo n'est pas aussi fort qu'il le pourrait. Le Congo n'est pas aujourd'hui à même de répondre à ses aspirations, à ses ambitions, malgré les ressources et les atouts dont il dispose. Et cet état n'est rien d'autre qu'un état d'impuissance. Mais pourquoi nous sommes impuissants? Pour deux raisons. Première raison qui justifie cette impuissance, c'est que c'est une puissance congénitale. Congénitale parce que le Congo, lorsque la conférence de Berlin se tient, les 14 puissances coloniales qui se réunissent n'ont pas décidé de considérer cet espace que nous appelons République démocratique du Congo comme un espace qui devait fonctionner en tant qu'État typique. Mais ils ont plutôt considéré cet espace comme un bien sans maître, comme un bien qui appartiendrait à tout le monde, un condominium, un bien, un espace où ils ont décidé de laisser à ce que chacun puisse circuler librement, laisser cet espace comme étant un espace de marché ouvert. Et lorsqu'ils décident de laisser au roi Léopold II la charge ou encore la direction de cet État, ce n'est pas parce qu'ils ont peur du roi Léopold II. C'est parce qu'ils se disent, nous établissons le roi Léopold II comme un intendant. Il les gère pour le compte de nous tous. D'où cette partie ne va pas être gérée comme toutes les autres parties de l'Afrique qui vont se départager. Déjà, partant de cela, les mécanismes qui ont fait à ce que la République démocratique du Congo, hier l'État indépendant du Congo, puisse exister, ces mécanismes ne prédisposaient pas déjà le Congo à pouvoir assumer sa souveraineté. Voyez-vous, à pouvoir assumer sa souveraineté et à répondre par lui-même afin d'atteindre ses aspirations ou ses ambitions. Ça, c'est la première raison. La première raison, c'est que les Occidentaux, les puissances occidentales, ont toujours cru que le Congo était un bien qui leur appartiendrait aussi. Le Congo était un espace où ils ont un mot à dire. D'où les Congolais qui sont là ne sont que des simples gestionnaires, ne sont que des simples gérants. Deuxième faiblesse. Cette fois-là, c'est la faiblesse que j'appelle la gouvernance que nous avons érigée comme un mode de gouvernance. C'est une gouvernance depuis notre accession à la souveraineté internationale jusqu'à aujourd'hui.
C'est-à-dire que nous n'avons jamais réussi à mettre en place une gouvernance qui soit responsable, qui soit à même de répondre d'abord aux désirata de la République démocratique du Congo en tant qu'État souverain, afin de trouver d'abord les biens et de répondre aux besoins les plus fondamentaux de sa population, d'où nous continuons nous aussi, à partir de Kassavubu, nous continuons nous aussi à patauger dans ce que j'ai appelé dans cet ouvrage une géopolitique de l'intendance. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a crise dans cet espace de l'État congolais, nous avons tendance à espérer, à croire que les autres viendraient résoudre cette crise. Donc, cette impuissance aujourd'hui n'est pas simplement une impuissance qui nous est imposée, mais c'est aussi une impuissance que nous acceptons. Pourquoi nous acceptons? Parce que nous n'avons pas encore compris ce que la cohésion nationale peut apporter comme résultat dans cette démarche de l'émancipation pour atteindre une véritable autonomie. Avant de parler de la cohésion nationale, Oui. parce que les politiciens en parlent, mais vous dites que nous sommes... Je ne parlais pas de dialogue, hein, je parle de la cohésion nationale. Pas de problème. Voilà. Mais vous dites qu'on ne comprend pas, mais du moment que la RDC s'affirme comme un pays souverain. Non, la souveraineté... Quelle est la différence, faites-vous, entre cette impuissance dont vous parlez et la souveraineté que nous brandissons, même dans les Nations Unies? La souveraineté a une double dimension. Elle a une dimension juridique du point de vue du droit international où l'on reconnaît à un État le droit de pouvoir s'affirmer, de pouvoir décider par lui-même et pour lui-même. Ça relève du domaine du droit international. Mais en réalité, on vous dira que tous les États du monde sont souverains. Mais je peux aussi vous rassurer ici que tous les États du monde ne sont pas souverains. Pourquoi? Là, vous ouvrez un débat scientifique. Un débat à la fois scientifique mais aussi politique. Okay. Parce que pour affirmer sa souveraineté, il faut disposer des moyens de sa souveraineté. Or, la République démocratique du Congo, comme beaucoup d'autres pays africains, peuvent prétendre être souverains, mais en réalité, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les moyens de leur souveraineté. D'où ils sont obligés d'écouter les dictats de puissants, d'écouter les dictats de nations réputées puissantes qui imposent leur volonté. Et ça, encore, il faut les reconnaître, il faut avoir de l'élégance pour les reconnaître. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans le système international. Mais j'ai l'impression que votre manière de comprendre la souveraineté pour les pays africains est un peu péjorative. Parce qu'aucun État ne dépend que de lui. Parce que tout État dépend des autres États, même les États-Unis, à la dette de la Chine. Ce qui veut dire que les États-Unis est un pays souverain, c'est un grand pays qui s'affirme sur le plan de la puissance, mais sur le plan économique, la Chine est au-dessus des États-Unis. Ce qui veut dire qu'il y a cette relation intercontinentale. Malheureusement, vous prenez l'exemple de deux géants, de deux États qui ont le moyen d'affirmer leur souveraineté. Je vous donne un exemple simple. Lorsque nous signons, je crois en 2008, si j'ai bonne mémoire, lorsque nous signons le contrat chinois, sino-congolais, nous le faisons en tant qu'État souverain. Nous avons le droit de choisir n'importe quel État comme partenaire. Nous allons dans ces relations bilatérales avec la Chine et nous décidons de signer ces contrats. Ils exploitent nos minéraux et en échange, ils nous donnent des infrastructures. Mais vous avez transmission des connaissances. Vous avez vu comment l'Occident s'est levé. Vous avez vu comment le régime passé a été combattu. Vous avez vu comment les puissances occidentales, les maîtres du monde, se sont levés pour condamner le gouvernement de l'époque. Pourquoi? Parce que l'exemple que vous prenez des États-Unis et de la Chine n'est pas un exemple approprié, parce que là, vous parlez de deux États forts. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, la souveraineté d'un État, c'est aussi lorsque l'État a le droit de faire des affaires avec qui il veut. L'une des raisons pour lesquelles Lumumba est mort, a été assassiné, c'est simplement parce que Lumumba décide, dans sa recherche de la solution pour mettre fin à cette crise précoce que nous rencontrons après notre accession à la souveraineté nationale et internationale, de se tourner vers la Russie. Nous sommes en pleine période de la guerre froide.
Vous comprenez? De se tourner vers la Russie et vous savez ce que nous avons subi comme conséquence. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. Il y a des États qui sont réputés forts et il y a des États qui sont réputés faibles. Mon cher ami Delphin, le système international est un système anarchique. C'est un système où il n'y a pas de gendarmes, où il n'y a pas d'arbitre. Malgré l'existence de différentes organisations internationales qui prétendent réguler la vie internationale. Mais rassurez-vous étant donné que ce monde-là se vit comme une jungle, il y a des États qui sont des prédateurs, il y a des États qui sont des proies. Qu'est-ce que cela signifie? Les États forts imposent leur volonté aux États faibles. Malgré la souveraineté. Malgré la souveraineté. Donc, vous faites allusion aux 5 pays ou 6 pays qui ont le droit de veto? Non, je ne parlais pas simplement des États membres, les États membres permanents du Conseil de sécurité. Ok? Je parlais des États, même du point de vue des régions. Ok? Voilà pourquoi, en géopolitique, l'on dit que tout État qui se veut souverain doit travailler pour renforcer ces deux aspects. Premier aspect, se rassurer qu'il a le pouvoir de préserver sa survie ou d'assurer sa survie. Pourquoi sa survie? Parce que les États sont des êtres vivants. Ils naissent, ils grandissent, ils tombent malades et ils peuvent mourir. Je vous donne un exemple simple. Il y a à peine 2 siècles, le Portugal était une des grandes puissances européennes. Aujourd'hui, c'est parmi les enfants malades de l'Europe. Il n'y a pas longtemps, des siècles et des siècles, la Grèce a dirigé le monde. La Grèce a éclairé le monde. Mais aujourd'hui, la Grèce est parmi les pays les plus pauvres de l'Europe. Vous avez l'exemple des États comme le Soudan, qui ont existé hier comme étant le plus grand pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ont subi une partition. Pas simplement parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que les puissants l'ont décidé. Aujourd'hui, vous avez des États comme la Somalie. Ce n'est pas pour rien qu'on a théorisé des termes tels que la somalisation, des termes tels que la libanisation. C'est-à-dire un État fait tout pour ne pas disparaître, fait tout pour rester debout. Ça, c'est la première mission qu'un État doit se doter. Deuxième mission, l'État doit comprendre qu'il ne peut pas vivre en autarcie. Il doit vivre dans la coopération bilatérale et multilatérale. Il a le droit d'avoir des alliés, il a le droit d'avoir des partenaires, mais il a aussi le droit d'avoir des ennemis. Pourquoi des ennemis? Parce qu'un État n'est pas un garçon de cœur. Il n'y a pas de moralité dans les relations internationales. Les États, les relations internationales sont amorales. Et en tant que tel, l'État doit comprendre que la seule façon pour lui d'assurer sa survie, d'assurer sa souveraineté, c'est être puissant. Quand on parle de la puissance, les gens pensent que la puissance, c'est seulement une puissance militaire. Mais la puissance est diversifiée. Elle est diversifiée, elle est plurielle, mon cher ami. De quelle puissance vous parlez? Citez-nous au moins 4 secteurs ou des secteurs qu'un État doit avoir pour s'affirmer. Je commencerai par l'aspect économique. Un État puissant, c'est l'État qui ne dépend pas de la production, de l'importation des autres pour pouvoir survivre. Pourquoi? Parce qu'un État puissant, c'est celui qui ne veut pas demain mourir de faim parce que celui qui le pourvoit, qui l'alimentait, décide de bloquer ses exportations. Un État puissant économiquement, c'est d'abord l'État qui a développé de l'intelligence pour pouvoir identifier les ressources dont il dispose dans son sol et dans son sous-sol. Il identifie les possibilités et les opportunités d'affaires qu'il peut faire chez soi comme avec d'autres partenaires extérieurs, et il décide de produire par lui-même, de transformer, d'industrialiser et d'importer. D'exporter, pardon. Quand il exporte, c'est comme ça qu'il garde sa monnaie comme étant une monnaie puissante. Il ne vit pas ce que nous vivons aujourd'hui, la dollarisation. Pourquoi notre monnaie et notre économie est dollarisée? Pourquoi nous avons une économie extravertie? Parce que nous ne consommons pas ce que nous produisons et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous produisons les minéraux, mais nous ne les transformons pas et nous ne les consommons pas. Qui les consomment? Ce sont les nations industrialisées et autres. Qu'est-ce que nous consommons? Nous dépensons chaque année plus de 2,5 milliards de dollars pour importer les produits de première nécessité. Déjà, sur le plan économique, on ne peut pas prétendre être un État puissant.
Deuxième aspect de la puissance d'un État, c'est la puissance politique ou organisationnelle. La puissance politique? Politique ou organisationnelle. Parce qu'un État ne peut pas prétendre être puissant s'il a du mal à se organiser dans son espace. Voilà pourquoi l'on dit que l'État doit être la personnification de l'intelligence. L'État doit être suffisamment intelligent pour faire la promotion de l'intelligence, mais aussi attirer vers soi les intelligences locales, leur donner des assignations et des tâches et organiser son espace afin de faciliter la vie de ses citoyens, mais aussi de tous ceux qui vivent sur son sol en tant qu'expatriés. Et pour ça, l'État doit se rassurer qu'il n'est pas parasité par des maladies internes qui pourraient l'empêcher à ne pas s'affirmer à l'extérieur comme un État puissant. Quand vous parlez de maladies internes, vous faites allusion aux troubles, au conflit de la classe politique interne. Je vous donne un simple exemple. La crise économique que le Congo-Zaïre a connue jusqu'à emporter le régime du maréchal Mobutu, c'est aussi le pillage. Et la zaïrianisation. Et la zaïrianisation. Mais ce ne sont pas des crises qui nous ont été ramenées de l'extérieur. Okay. C'est notre gouvernance. Quand je dis une gouvernance, c'est-à-dire mauvaise gouvernance, notre gouvernance qui a fait à ce qu'il y ait ces méfaits. Et ces méfaits peuvent avoir des conséquences beaucoup plus néfastes que des invasions extérieures venant des pays voisins. Donc il faut éviter la naïveté collective. Il faut éviter cette naïveté collective. Il faut considérer la gouvernance comme étant aussi un élément de puissance. Pourquoi? Parce que il y a une théorie en relations internationales, théorie évoquée par l'expert Robert Putnam, qui parlait de tout level game. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les États puissants le sont à ces deux leviers, à ces deux niveaux, au niveau international et au niveau domestique. On ne peut pas être dans son propre territoire incapable d'organiser tel secteur et d'aller s'affirmer dans l'échiquier mondial ou régional comme un État puissant. Parce que la puissance est une exportation. Vous exportez à l'extérieur la puissance et l'ordre que vous maintenez à l'intérieur. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième? Troisième aspect, c'est l'aspect militaire. Ok. Pourquoi l'aspect militaire? Je me disais, le docteur a oublié quand même. Non. Justement, je fais exprès pour ne pas commencer par là. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée forte sans une économie forte. Il n'y a pas d'armée. Ça marche de pair? Évidemment. L'économie et la puissance. Okay. Nous avons maintenant la loi de la programmation militaire. En 2 ans, on a éjecté, il semble, plus de 3 milliards de dollars. Ouais. Mais si vous n'avez pas cet argent, où est-ce que vous allez le mettre? On a éjecté cet argent parce qu'on l'avait. Mais maintenant, le deuxième aspect dont je parlais, la gouvernance, la puissance de la gouvernance ou de la puissance politique, il faudrait que cet argent qu'on a injecté dans l'armée fasse le travail pour lequel l'argent a été injecté. D'où la bonne gouvernance, la justice, ainsi de suite. Pour éviter les détournements, les gens qui prennent cet argent pour l'air. Qui construisent des immeubles. Nous avons des dossiers qu'on a arrêtés des généraux, ainsi de suite, tout simplement, parce qu'ils sont cités dans les antivaleurs. Alors, ce troisième aspect, c'est l'aspect militaire. C'est l'aspect que l'on brandit le plus. Et ici, on est dans ce qu'on appelle les hard power. Okay. La contrainte, c'est la dissuasion. Un État puissant, c'est un État qui fait peur. Pas seulement parce qu'il va en guerre, mais parce qu'il fait peur, il intimide les autres. Il empêche aux autres de penser lui faire la guerre parce qu'ils se disent qu'il a les moyens de se défendre. Et cette puissance militaire est fonction avant tout de la qualité des hommes qui composent ces troupes. Il faudrait que ce soit des hommes achevés, pas de mauvaise qualité comme tu. Tu aimes les Congolais de bonne qualité. Voilà. Donc il faudrait que ce soit des hommes de bonne qualité, des hommes achevés, des hommes épris de patriotisme, des hommes qui ne vont pas dans l'armée parce qu'il manque à faire. Parce que comme le disait l'ancien président français, l'ancien président français qui disait que l'armée est la colonne vertébrale de la République. Elle ne doit pas être constituée de gens de niveaux moyens. Il faudrait que cette armée, de la nation, on les jette là-bas. Il ne faudrait pas que ce soit une affaire de Chegué, de Koulouna. Il faudrait qu'il y ait des gens comme des Delphins. Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont bien composés du point de vue moral, spirituel, intellectuel,
fasse aussi partie de ces troupes-là. Ok. Deuxième élément qui fait d'une armée forte, et d'une armée puissante, qui donne à l'armée sa puissance, c'est son arsenal. L'arsenal militaire. L'arsenal militaire. Comme nous avons la Corée, la Russie, les États-Unis avec l'armée nucléaire. C'est là où nous pêchons. Ok. Nous vantons le fait qu'il y a autant de recrues. Mais notre armement, notre arsenal n'est pas toujours au rendez-vous. Mais parce que on ne permet pas aux pays africains d'avoir ces armes nucléaires. Si vous osez, les présidents risquent d'être tués parce que ces gens aiment que ces armes soient seulement conçues chez eux. Tous les États Aucun pays africain possède cette arme. Est-ce que vous connaissez un pays africain? L'Afrique du Sud était dans le processus de la possession de cette arme. Je crois qu'à ce jour, il est le seul, à moins que je me trompe. Il est le seul. Mais ça n'empêche pas à l'Égypte d'être une des nations africaines militairement fortes. Ça n'empêche pas au Maroc de disposer d'une armée très bien équipée. Parce que le soldat aujourd'hui a besoin d'un bel équipement. Et le bel équipement aujourd'hui, il est aussi technologique. Pourquoi? Parce qu'avec cette mutation vers la digitalisation, la numérisation, la robotisation de l'armée, un soldat n'a plus besoin de faire aujourd'hui ce qu'il faisait en 1945 ou en 1960. La guerre mécanique. La guerre est devenue digitale. La guerre est devenue numérique. Aujourd'hui, technologique. Les drones peuvent survoler l'espace ennemi sans qu'un seul de nos soldats ils descendent sur le théâtre des combats. Donc cet aspect donne aussi à l'armée une réputation, la réputation d'être une armée forte et puissante. Mais il y a un élément important. Quel est cet élément? C'est le commandement. Les commandements. Les commandements. Dans les leaderships. Le leadership de l'armée. Une armée, c'est le commandement. Voilà pourquoi, par exemple, quand vous évoquez qu'il y a eu des détournements et ainsi de suite. Les généraux qui ont été arrêtés pour la trahison, cités dans les... Il faut arrêter les généraux qui trahissent. Il faut les juger. Il faut les condamner. Leur donner la sanction la plus sévère qui puisse exister. Mais en temps de conflit et de guerre, on n'a pas besoin de médiatiser et de laisser ces arrestations faire le buzz. Pourquoi? Est-ce que ça ne serait pas pédagogique pour faire peur aux autres? Non. Parce que quand vous trahissez dans l'armée, vous trahissez la nation. Une armée, c'est aussi sa réputation. Une armée, il ne faut jamais arracher à l'armée son côté mythique. C'est les petits peuples aujourd'hui qui vantent l'armée de Mobutu. Ah, nous avions une armée. Mais en réalité, même à l'époque de Mobutu, nous n'avions pas vraiment eu une armée. Vous risquez d'avoir des problèmes avec les Mobutistes. Je l'ai dit. Qui pensent que les Zaïre étaient quand même honorés parce qu'on avait une armée qui faisait peur. Ne vous en faites pas. L'Ouganda en savent quelque chose, l'Angola, ça suit ici en face, ainsi de suite. Je l'ai dit en tant que chercheur, je l'ai dit en tant qu'analyste. Je sais de quoi je parle. On a surestimé. C'était du la guerre qu'on a aujourd'hui, qui a commencé avec l'assassinat le 6 avril du président Juvenal Abiyarimana. Aujourd'hui, si cette crise que nous avons aujourd'hui perdure, elle a commencé parce que dès le départ, lorsque les troupes armées rwandaises et ougandaises prétendent poursuivre les Interahamwe et les ex-FAR sur le sol zaïrois, c'est parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas rencontré d'armée. Déjà, Mobutu n'avait pas d'armée. Il semble qu'en suivant Kengo Adundo, qui avait dit, on nous avait imposé pour que nous puissions les accepter. Donc, ce n'était pas parce que l'armée de Mobutu était faible. La vidéo de Kengo existe. La vidéo de Kengo existe. Je ne vais pas... C'était un patriarche. On nous avait imposé. Quand on a accepté, et par après, on a vu des drones circuler, on a tué des gens. Imposer, c'est tout à fait normal. Il faudrait, dans le droit international, disposer d'un couloir humanitaire. Le pays voisin ne peut pas empêcher aux réfugiés de pouvoir venir se réfugier sur son territoire. Ça serait une non-assistance à la personne en danger. C'était des troupes, des familles qui étaient en danger, qui fuyaient les génocides. Il était tout à fait normal. Mais ça, ce n'est pas le problème de l'armée. Le problème de l'armée, c'est maintenant dans la capacité de pouvoir désarmer ces réfugiés, de pouvoir les empêcher d'être la cause des incursions qui sont arrivées des années après, voyez-vous.
Parce que lorsque, dans une armée, tous les généraux sont propriétaires des baleinières et des ports maritimes, fluviales, des ports fluviaux et ainsi de suite, lorsque ces baleinières fonctionnent en réalité avec des moteurs de chars de combat, vous ne pouvez pas prétendre avoir une armée. Une armée, ce ne sont pas seulement les troupes. Une armée, c'est avant tout le commandement. Ok. La qualité, on ne gagne pas une guerre parce qu'on a beaucoup de soldats. On gagne une guerre parce qu'on a de bons commandants. Et il ne suffit pas d'avoir de bons commandants. Et des bons stratèges. Évidemment, il faudrait que ce commandant soit stratège. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent pour gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire qu'ils gagnent une guerre sans que cette guerre ne commence. Grâce à l'infiltration, grâce à l'espionnage, parce qu'ils ont suffisamment maîtrisé l'ennemi, ils ont infiltré l'ennemi, ainsi de suite. Or, malheureusement, l'armée mouboutienne était devenue une armée conduite par des hommes d'affaires. Une armée conduite par des généraux qui tout cherchèrent l'essai. Ça, ce n'est plus un secret. Parce qu'on ne peut pas guérir notre armée si nous sommes complaisants dans nos analyses. Donc, il faut faire l'autopsie de l'armée. Il faut éviter qu'il y ait des généraux commerçants parce qu'à tout moment... Et quatrième aspect de la puissance, puisque j'ai parlé de l'aspect économique, j'ai parlé de l'aspect politique. On chute par là. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le soft power. C'est quoi un État puissant? C'est un État qui séduit. C'est un État qui fait peur aux autres. Non pas parce qu'il recourt à la force, mais parce qu'il donne à l'image, il donne aux autres l'image d'un État autosuffisant. Mais c'est le cas avec la RDC, parce que nous séduisons avec les minéraux que nous avons, les gens nous envient. Aujourd'hui, le gouvernement a signé un contrat avec les Barça, Milan et autres pour vendre l'image de la RDC. Ce n'est pas une séduction? Docteur, pourquoi vous riez? Je vous ai donné les éléments de la séduction. Évidemment, ce sont des éléments de séduction, mais aussi ça peut être des éléments qui prouvent que nous avons du mal à établir les priorités. C'est fort, ça. Oui, c'est fort. Et j'assume. Okay. C'est-à-dire, qu'est-ce que le fait d'afficher les noms sur les maillots du Barça apporte comme changement dans l'équilibre des puissances au niveau de la région? La visibilité, ça. Tout ça pourquoi? Parce que nous tombons dans un piège. Dans quel piège? De vouloir faire comme le Rwanda. Parce que notre combat avec le Rwanda, je vais le dire sur votre plateau, devient comme une distraction. Devient comme un enchantement. L'opium. Comme un opium. C'est-à-dire, on veut être bon face au Rwanda. D'où il faut être très bon et finir vite avec le Rwanda pour aller dans les batailles que je considère comme étant des batailles vocationnelles. C'est-à-dire quoi? En réalité, le Congo a assez duré dans cette bataille, dans ce conflit, plus de 31 ans avec le Rwanda. Et c'est nous qui sommes humiliés. C'est nous qui reculons, le Rwanda avance parce que nous sommes dans une sorte d'équilibre, dans une posture de Goliath et de David. Le Goliath, c'est le Congo. Malheureusement, on veut faire du Rwanda le David. Et en des situations comme celle-ci, la compassion, la sympathie est généralement témoignée en faveur de qui? De David par rapport au Rwanda. D'où il faut vite en finir et aller dans les batailles vocationnelles. Compétir avec des États tels que l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce sont là les 5 États qui normalement devaient être en conflit avec la RDC. Ils ont notre taille, ils ont nos ambitions, ils ont nos moyens. Mais dans ce conflit avec le Rwanda, la RDC s'est réduite et le Rwanda s'agrandit. D'où il faut très vite mettre en place une recette qui ne ramène pas seulement la calmie dans la partie orientale, mais qui puisse guérir de manière formelle et définitive cette situation, afin que nous puissions vaquer à ces batailles que j'ai qualifiées de vocationnelles. Merci, docteur Silas, pour le résumé de ce premier livre. La République démocratique du Congo entre en puissance et déni de puissance pour une politique étrangère d'intelligence. Mais vous avez publié notre deuxième livre, Les chefs, parlons-en, parce que vous dites que nous devons voir les choses autrement. La RDC doit compétir avec les 5 pays que vous venez de citer. Mais vous avez oublié l'Angola, c'est parmi aussi les pays qui est en train de monter en puissance. Évidemment. Voilà. Alors, docteur, le chef. Pourquoi les chefs?
apparemment, vous mettez tous les fardeaux sur les chefs du moment que la gestion doit être participative. Il y a aussi les peuples, il y a aussi... pourquoi les chefs? Pourquoi la fixation sur les chefs? Parce que, comme le disait général Charles de Gaulle, tout tient grâce au leadership, tout tombe faute de leadership. Les Chinois disent que les poissons commencent à pourrir par la tête. Lorsque Dieu décide, pour ceux qui lisent la Bible, de sortir Israël de l'Égypte, il ne va pas faire un référendum avec le peuple. Il va susciter Moïse pour dire que la qualité de l'avenir d'une institution, d'une structure, d'une famille et même d'une nation dépend de la qualité de celui ou de celle qui préside à sa destinée. Pourquoi les chefs? Parce que c'est le chef qui est la tête. Pourquoi les chefs? Parce que c'est le chef qui pense. Les autres membres ne font qu'exécuter. Les chefs, c'est les laboratoires stratégiques qui pensent. Pourquoi les chefs? Parce que c'est le chef qui recrute autour de lui ceux qu'il considère être meilleurs parmi les autres, afin de les placer à ses côtés et d'être des collaborateurs pour donner une matérialisation au cahier des charges qu'il lui-même a pu concevoir. Pourquoi les chefs? Parce que le chef, c'est lui l'extension de Dieu sur la terre, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des institutions. En réalité, nos institutions, nos entreprises, nos familles, nos partis politiques et même nos chaînes de télévision sont les reflets de ce que nos chefs sont. Je suis consultant en leadership, vous l'avez dit. C'est vrai que lorsqu'on parle du chef, les gens ne veulent que se limiter à l'aspect politique. Oui, évidemment, l'aspect politique est très bien abordé dans cet ouvrage. Mais ici, c'est pour nous faire comprendre que le chef est la meilleure prophétie de son groupe. Vous avez vu lors du match que nous avons gagné avec le Nigeria, je n'ai pas suivi, mais j'entends tout le monde féliciter, pas seulement, comment il s'appelle, notre capitaine, Chancel Mbemba, mais d'abord le coach. Il faut que le coach sache où mettre Chancel Mbemba. Il faut que le coach accepte de faire sortir le gardien Passy, qui a fait un très bon match. Mais parce qu'il sait que sur le banc de touche, il y a un gardien en réserve qui lui a la spécialité, qui est meilleur que le Passy pour les tirs au but. Il faut que le coach soit capable de faire cela. Il faut que le coach soit capable de voir, de décevoir Passy. Mais l'essentiel, c'est que l'équipe gagne. Et il faut que aussi Passy soit élégant pour comprendre que Fayoulou serait meilleur que moi en temps de tir au but que pendant le match. Et c'est ça le rôle du chef. Le chef doit faire ce qu'on appelle dans le domaine hollywoodien un smart casting, c'est-à-dire donner la fonction à la personne la mieux occupée. La mieux occupée. Pas de favoritisme. Pas de favoritisme, pas de complaisance. Pourquoi? Parce que la viabilité et même la viabilité de la structure ne dépend pas seulement des espoirs, de vœux, mais dépend aussi de la qualité des acteurs qu'on a dans différents secteurs. Il faut que les chefs soient rigoureux dans les choix, dans le recrutement et dans les assignations. Ainsi, on a une équipe qui a gagné, mais on ne peut que célébrer le coach. Pourquoi? Parce que celui qui fait le casting, celui qui fait les classements, celui qui décide qui sort, qui entre. Et pour cela, le coach ou le chef doit être suffisamment fort pour ne pas toujours écouter ce que le public dit. Parce que le public va dire Bimisa Songolo, coach Songolo, mais le public n'a pas participé aux entraînements. Le public ne sait pas si tel joueur est à sa forme ou pas. Alors, Dr Silas, nous terminons cette émission par cette question. Vous n'êtes pas économiste, mais vous êtes un chercheur. Oui. Il y a un débat d'école. Il y a des professeurs de l'économie qui pensent qu'aujourd'hui, baisse des dollars, réduction des denrées alimentaires de première nécessité, c'est des fake news. Il y a un professeur qui a parlé des manquionats. Et j'ai vu aussi le gouverneur de la banque à l'Assemblée nationale qui a dit nous avons fait un grand travail, c'est un travail réfléchi de longue haleine, nous avons fait agenouiller le roi dollar. Alors, la population, aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui pensent
qui sont satisfaits et les autres disent que ce n'est pas assez. Vous, comme chercheur, si on vous consulte, quelles seraient vos orientations pour que les pires n'arrivent pas? Première des choses, si on me consulte, je les orienterai vers ceux-là qui ont beaucoup plus d'expertise que moi dans le domaine. Mais en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, j'ai de manière lapidaire, le roi dollar est à genoux. Ça, c'est une évidence. Okay. Mais la question, c'est combien de temps il doit rester à genoux. C'est une question très questionnante. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il reste à genoux? Il faut que nous soyons capables de produire. Il faut que nous soyons capables de transformer. Il faut que nous soyons capables d'exporter pour que le roi dollar reste à genoux. Et on ne doit pas confondre une thérapie palliative à une thérapie définitive. Pour ne pas tomber dans une technicité politicienne, c'est-à-dire on recourt à des méthodes techniques pour répondre aux besoins politiciens. Ça risque d'avoir des conséquences néfastes et ça risque de discréditer les animateurs des institutions. Parce que, comme je l'ai dit dans la gouvernance publique, un des éléments que l'on doit considérer comme étant un capital, c'est aussi la confiance de la population vis-à-vis de ses gouvernants. Et pour ça, il faut se poser la question. Le dollar a baissé. Mais malheureusement, moi aussi, quand j'essaye de faire des calculs, je me rends compte qu'il y a certains produits, même quand ils ont baissé des prix, en termes de francs congolais, mais ils coûtent plus cher lorsque vous faites une évaluation par rapport au dollar. Donc, en quelque sorte, c'est du cosmétique. Je ne dirais pas d'emblée que c'est du cosmétique, mais je crois qu'on est encore loin d'avoir atteint l'objectif, à moins que ça soit fait pour le buzz. Il faut partir de l'émotionnel vers les rationnels. On ne doit rien faire par complaisance. Il faut accepter le mal quand il est là, l'appeler comme étant tel, faire prendre du recul et venir avec des solutions durables. Il faut éviter de la jouissance prématurée. Okay? Il faut éviter ces jouissances prématurées. Nous avons besoin, il n'y a pas de mal si nous continuons à souffrir encore demain, mais pourvu qu'à partir du lendemain, qu'on ne souffre plus jamais. Alors, Dr Silas, écrivain, scientifique, chercheur, vous enseignez le leadership, pasteur, mais vous avez parlé qu'il faudrait qu'un pays soit fort économiquement, mais oui. Vous avez dit qu'il faudrait qu'il y ait la production, que nous ne puissions pas dépendre des autres. Mais le chef de l'État, il a boosté les services nationaux de la République démocratique du Congo avec le lieutenant général Kasongo Kabwik. Vous, comme chercheur et scientifique, pensez-vous qu'avec ces services, les Congos peuvent s'en sortir? Je ne connais pas personnellement le général, j'apprécie beaucoup son travail. Okay. Je crois avoir même fait une note pour offrir mes services dans la formation de ces jeunes Koulouna. Okay. Ils ont besoin d'être formés, pas seulement pour fabriquer des bois, faire les champs, mais ils ont aussi besoin d'un réarmement moral. Et nous, dans notre structure, International Leadership Institute, que je dirige, nous sommes prêts à leur donner ces formations. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Il fait un travail de titan. Mais au regard du besoin, au regard de l'espace que nous appelons l'État congolais, au regard de ces 100 millions, c'est très peu. Il faudrait multiplier de tels secteurs, de telles structures, faire à ce que ça soit permanente dans chacune de nos provinces, leur donner des assignations. Il faudrait faire à ce que Kanyamaka CC se multiplie dans les 26 provinces. Donc, se répandre. Il doit se répandre, se multiplier dans les 26 autres provinces pour que l'on pense réellement faire quelque chose en termes de progrès. Mais on ne peut pas se limiter à cela. Nos problèmes sont multiples. Nos problèmes sont totaux globaux. Nos problèmes sont pluriels. Il faudrait aussi des thérapies qui touchent à la fois la globalité de ces problèmes, mais aussi la particularité de ces différents problèmes, pour que ces problèmes ne soient pas seulement résolus aujourd'hui,
mais que nos enfants qui viendront demain ne puissent pas faire face à ces problèmes qui nous ont presque malmenés. Merci, docteur Silas Mimile Makangu, écrivain, pasteur et l'homme qui voyage un peu partout dans le monde pour faire des conférences parmi les Congolais de bonne qualité de mon pays. Docteur Silas est là. Merci à vous. Merci également. C'est moi qui vous remercie, mon cher ami. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Cette émission est déjà sur nos plateformes au Centre TV, Delcast Télévision, sur Facebook, au Centre TV, sur TikTok, Delphin Kassongo, sur Twitter, Delphin Kassongo. Et notre RDC est possible. Au revoir.